D'accord. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en fait, ça sera l'avant-dernière séance en machine learning, à peu près, hein. Et on va voir est-ce qu'on va ajouter d'autres séances pour le rattrapage ou pas. Qu'est-ce qu'on va étudier? Eh ben, on va attaquer la partie management d'un projet en sciences de données. C'est-à-dire, on va essayer de répondre à la question comment on gère un projet en sciences des données. Donc, le cours sera articulé en fait selon ce plan. On va commencer par parler des méthodologies utilisées dans un projet en sciences de données. D'accord? Et la semaine prochaine, bon, ça sera, donc cette première partie va être traitée aujourd'hui. La semaine prochaine, on va passer en revue sur l'importance de l'étape d'évaluation du modèle d'apprentissage. Et quand on parle d'évaluation, eh ben, en classification, en régression et en segmentation. C'est une étape hyper importante. On ne peut pas réussir un projet en sciences des données, ni en data mining, ni en machine learning, ni en deep learning, si on n'évalue pas correctement nos modèles. Mais avant l'évaluation, en fait, on va travailler avec, bien, on va évoquer la méthodologie en sciences des données. La méthodologie que je vous propose, c'est-à-dire cette année, eh ben, s'intitule IBM Master Plan. C'est une méthodologie utilisée en sciences des données qui contient plusieurs étapes. D'accord? Bon, je vais vous montrer, laissez-moi ici, en fait, vous montrer rapidement d'autres méthodologies. Advanced Project. Bon, allez, voilà. Quand on parle d'un projet, quand on parle d'informatique, on distingue de manière grossière l'informatique de développement logiciel de l'informatique décisionnelle. En informatique décisionnelle, on trouve le business intelligence, d'accord? Et on trouve les sciences de données, le machine learning, le deep learning, le data mining. Maintenant, en informatique de développement logiciel, on trouve par exemple la méthodologie, des méthodologies très connues, des techniques, des méthodes de suivi, comme deux tubes, méthodologie en Y, en cycle en V, en W, d'accord? Après, il y a la méthodologie agile. Enfin, c'est une méthodologie cyclique qui permet de décomposer le projet en plusieurs sous-étapes, plusieurs sous-étapes. Il y a des itérations et qui permet de bien gérer un projet. Maintenant, les gens parlent des méthodologies DevOps, d'accord? Bon, après, moi, je ne suis pas spécialiste vraiment de l'informatique de développement logiciel, mais de toute manière, question, est-ce qu'on peut appliquer la méthodologie Scrum Agile, par exemple, en sciences des données? En fait, c'est un peu compliqué. Et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, quand on regarde le BI, l'informatique décisionnelle BI, Business Intelligence, on trouve, par exemple, la méthodologie ou bien l'approche top-down par Bill Ellman. On commence par des sources de données, ERP, CRM, base de données. On passe au staging, on fait notre ETL, puis on construit, c'est-à-dire on intègre nos données, puis on construit notre data warehouse, puis on construit nos data marts, puis en fait à la fin on passe soit à des rapports, reporting ou bien à des dashboarding. Là, encore en BI, il y a ce qu'on appelle l'approche bottom-up, donc Ralph Campbell. On commence par des ERP, ERP, par exemple SAP HANA, CGX3, il y a Windows Dynamics 365, enfin des logiciels ERP.
on utilise aussi, on commence aussi par des CRM, c'est-à-dire des Customer Relationship Management software, comme par exemple Salesforce, ok? Puis on passe au staging, il n'y a pas de data warehouse, enfin uniquement des data marts, puis on finit par la partie reporting et dashboarding. Bon, est-ce que ces deux approches, bottom-up ou bien top-down, permettent de bien gérer un projet en sciences de données? Malheureusement, non. Non. C'est-à-dire, c'est pas vraiment, ce sont deux méthodologies qui ne sont pas adéquates. Donc, il y a des gens qui parlent de Scrum BI. Enfin, Scrum BI, c'est une méthodologie qui essaie d'appliquer, c'est-à-dire, c'est le process, enfin, le découpage et le process itératif sur du BI. Bon, peut-être ça s'applique sur du BI. Bon, là, il y a des gens, en fait, qui posent des questions, des spécialistes, mais en tout cas, cette méthodologie Scrum BI ne s'applique pas chez nous, hein, en sciences des données. À cet égard, en sciences des données, on trouve nos propres méthodologies. Il y a par exemple la méthodologie KDD, on dit aussi KDP. Donc, il commence par une base de données, on passe à une base de données cibles, données préparées, des informations extraites, et puis on finit par des connaissances. D'accord? Puis il y a quelques contre-réactions, c'est-à-dire il y a des flèches qui reviennent et qui permettent d'avoir une certaine agilité. Donc, sélection, préparation, data mining et interprétation. Bon, c'est une méthodologie qui a été connue depuis les années 90. D'accord? Donc, par exemple, cette méthodologie, pourquoi elle n'est plus à la mode, ou bien elle n'est plus préférable pour nos projets en sciences de données, car elle n'inclut pas, par exemple, la collection des données. C'est-à-dire, dans cette méthodologie, dans les années 90, simplement, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Maintenant, il y a la méthodologie CRISP-DM pour CRISP Data Mining. Bon, c'est une méthodologie cyclique qui commence par la compréhension du business et on trouve les données, vraiment les bases de données au centre du process et on finit par le déploiement. Cette méthodologie, elle est développée par IBM aussi. Hein. Voilà, à mes connaissances, elle est développée par IBM. Et bien, après, on trouve cette méthodologie IBM Masterplan. D'accord? Bon, moi, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, pendant une heure, lundi dernier, d'accord, j'ai présenté cette méthodologie, à l'autre groupe, c'est-à-dire à vos amis de l'autre classe, et ça m'a pris une heure. Donc, je pense que ça ne sert pas maintenant à grand chose de vous répéter la même histoire. Hein. C'est-à-dire, si toi tu veux vraiment comprendre et décortiquer les différentes étapes de la méthodologie IBM Masterplan, c'est simple, il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube, hein, Foundational Methodology for Data Science, un autre nom pour cette méthodologie, et tu regardes la vidéo, c'est une heure. Voilà, c'est une heure. Hein. Avec vous, aujourd'hui, en fait, on va avancer, on va faire autre chose. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bon, donc voilà la vidéo. Hein. Foundational Methodology for Data Science. Après, je vais vous envoyer le lien. Je reviens maintenant au cours. Ok, je reviens au cours. D'accord. C'est quoi la méthodologie IBM Masterplan? Rapidement. C'est une méthodologie cyclique. C'est un cycle. Hein. D'accord? Et c'est une méthodologie qui contient des VA, c'est-à-dire il y a des flèches qui passent d'une étape numéro 1 à une étape numéro 2, à une étape numéro 3, d'accord? Puis il y a des contre-actions. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des flèches qui reviennent. Donc, il existe quand même une certaine agilité. Le fait d'avoir des flèches dans les deux sens,
permettent d'avoir une certaine agilité. C'est-à-dire, s'il y a un problème quelque part, on peut détecter ce problème et on peut en fait essayer de résoudre le problème. Bon, je commence rapidement à décrire la méthodologie. Donc, tout d'abord, il y a la partie compréhension du métier. Bon, après, si toi, tu veux vraiment avoir beaucoup de connaissances sur vraiment sur cette sous-étape de connaissances métier, business understanding, tu peux aller tout simplement à la vidéo sur YouTube. Bon, dans cette étape, voilà, on essaie de comprendre le métier. On commence toujours un projet en sciences de données par comprendre le métier sous-jacent. On peut pas réaliser des analyses correctes. Imagine, toi, on t'accepte dans un projet fin d'études, dans ton projet fin d'études, tu vas travailler en finance de marché. Tu ne peux pas réaliser des bonnes analyses, malheureusement, dans ce domaine, si toi, tu n'as pas de connaissances métiers en finance de marché. Si on t'accepte en marketing, tu ne peux pas analyser les données correctement en marketing si toi, tu n'as pas de connaissances métiers sur le marketing. Donc, tu vas passer une période afin de comprendre le métier. Après, bien évidemment, oublie le PFE. Après, quand tu vas exercer vraiment dans la vie réelle, c'est-à-dire comme business analyst ou bien comme data scientist, après, tu vas gagner de l'expertise. Peut-être tu vas commencer les projets directement. Hein. Tu vas devenir expert, par exemple, des données des entreprises pharmaceutiques. À un moment donné, tu vas dire, tiens, j'aurais pas besoin vraiment de perdre du temps et de comprendre les données pharmaceutiques, car tu as perdu, car c'est bon, tu as eu de l'expertise, d'accord? Mais de toute manière, un projet en sciences de données commence par la compréhension du métier. Une fois qu'on comprend notre métier, on passe à l'approche analytique rapidement. L'approche analytique, tu vas décider, tu vas dire, tiens, afin d'étudier ce métier et ce problème que j'ai discuté avec des commerciaux, je veux faire une régression. Non, je veux faire une segmentation. Non, je veux faire une classification. Non, je veux faire une réduction des dimensions. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc dans l'approche analytique, tu vas décider. Une fois tu décides l'approche analytique à suivre, on passe aux data requirements. Qu'est-ce que ça veut dire, data requirements? Tu vas dresser un cahier de charge contenant l'ensemble des caractéristiques et des variables nécessaires permettant d'étudier le problème. C'est-à-dire d'approcher cette approche analytique. C'est clair? Exemple. Donnez-moi une variable permettant de comprendre le comportement d'un client dans un supermarché. Bon, tu réfléchis, tu dis, tiens, eh ben, le sexe du client est une variable importante. Les femmes ne se comportent pas comme les hommes dans un supermarché. Alors, tu dis, j'ai besoin du sexe du client. Maintenant, allez, tu dois réfléchir tu commences à réfléchir comment tu peux, ou bien tu pourras plutôt récupérer le sexe du client. Soit avec soit avec une carte de fidélité, ou bien tu vas peut-être écrire un code qui va analyser les noms des clients, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le salaire du client, et ainsi de suite. Voilà, donc dans Data Requirements, tu vas dire j'ai besoin du sexe du client, salaire du client, j'ai besoin en fait de son âge, j'ai besoin de sa région, position géographique, et ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois on dresse ce cahier de charge, bon, on passe à la collection des données. Et là, c'est une étape hyper importante. Les données sont articulées selon plusieurs critères, c'est-à-dire on peut diviser les données selon plusieurs critères. Leur origine, leur structure, leur type. Par exemple, il y a des données structurées, base de données SQL, Oracle, SQL Server, MySQL. Des données qui ne sont pas forcément structurées, MongoDB, CouchDB, CassandraDB, MariaDB. C'est très important de connaître tout ça. Puis, peut-être j'ai envie de te demander, là, cette année, vous êtes en train d'apprendre SQL Server, ou bien Oracle, MySQL. L'année prochaine, vous aurez un cours sur MongoDB. Ben,
et il faut vraiment avoir des connaissances poussées en NoSQL. Ah, ça, c'est une nécessité. Hein. NoSQL est en train de manger le monde. Bon, je dirais même plus, il y a des nouvelles bases de données qui viennent de sortir, qui sont déjà sorties, mais qui sont maintenant, qui montent en puissance. Eh ben, ce sont les bases de données sous forme de graphes. Neo4j. Neo4j, par exemple, ce sont des bases de données sous forme de graphes. Et maintenant, beaucoup d'entreprises adaptent ces bases de données. Voilà, donc SQL, MongoDB, Neo4j. Les données peuvent être des fichiers CSV, XLSX, Word, des fichiers Excel, Word, XML, HTML, PDF, des fichiers bruts, hein, point data. Voilà. Après, il y a comment tu récupères les données. Tu peux connecter ton engin via le RSS, le flux d'actualité d'un site web. LinkedIn, tu peux récupérer des données à partir de LinkedIn, Facebook, YouTube. Tu peux utiliser des API Google. Par exemple, tu peux récupérer des données à partir de Gmail, à partir de Twitter, le réseau social Twitter, Facebook. Peut-être il faut connecter, il faut parler avec l'entreprise qui va acheter les données à partir de Facebook, hein, car Facebook vend des données. C'est pas facile là, de récupérer des données à partir de Facebook. C'est faisable, mais c'est pas facile. Tu peux faire du scrapping, web scrapping, c'est-à-dire à partir d'un site web, tu automatises le process. Je te donne la procédure. Tu automatises le process avec Selenium. Tu automatises le process avec Selenium. Selenium. Par exemple. Ils disent en fait Selenium en Python. Puis, tu fais le scrapping, par exemple, avec un module qui s'appelle requests. Puis, une fois que tu récupères ton site, le site chez toi, enfin sur ton PC, tu fais le parsing avec Beautiful Soup, par exemple. Bon, ça, c'est une chaîne d'analyse pour collecter des données. Les données peuvent être des données vidéo ou bien images. Je passe. Là, c'est hyper important de savoir que pendant une minute, et cette statistique a été faite en 2019, donc pendant une minute, on peut compter 700 000 mises à jour Facebook, 700 000 Facebook updates. Pendant une minute, il y a 694 444 heures vidéo visionnées par les clients chez Netflix, sur la plateforme Netflix. 794 000 heures. D'accord? 267 000 utilisateurs qui postent des stories, des choses sur Instagram. 511 000 tweets. 188 millions d'emails. Ça, c'était en fait en 2019. Hein. Donc maintenant, tu peux revoir ça à la hausse. Eh bien, il y a 200 millions de recherches sur Google pendant une minute. 200 millions de recherches. Imaginez la quantité des données. C'est une explosion. C'est une explosion. Et là, je ne vous cache pas la vérité, notre business est un business basé sur des données. Les données, c'est le pétrole de ce siècle. Bon, ça c'est connu. Hein. Ça c'est connu. Je ne veux pas revenir sur ça. En fait, if we have data, we are in business. If we don't have data, we are out of business. Après, cette quantité phénoménale des données produites par les utilisateurs pendant une minute par jour permet peut-être de faire du tracking de ces utilisateurs. C'est-à-dire, c'est énorme quand même, ça pose beaucoup de problèmes par rapport à l'infrastructure, par rapport aux collègues des données, par rapport au management des données, mais ça permet aussi d'avoir des connaissances vraiment très utiles sur les clients. Bon, juste une petite comparaison par rapport à cette histoire d'explosion. On passe de 2005 des cartes mémoire de 128 mégas. Regardez, jusqu'à 2019, on garde la même taille, mais on passe de 128 mégas à 1 Tera. 1 Tera, c'est 1000 gigas.
Et 1 giga, c'est 1000 mégas. Donc 1 téra, c'est 1 million de mégas. On passe de 128 mégas à 1 million de mégas. C'est énorme. Hein. En fait, l'humanité, depuis sa création jusqu'à 2005, a créé 130 exabytes, c'est-à-dire 130 10 à la puissance 18 octets. Si moi je te dis que 1 giga, c'est 10 à la puissance 9. Après 1 téra, c'est 10 à la puissance 12. 1 téra, c'est 1000 gigas. Et 1 péta, c'est 10 à la puissance 15. Péta, ça vient de penta. 10 à la puissance 15. Donc, hexa, c'est 10 à la puissance 18. C'est 1 milliard de gigas. Maintenant, en 2020, c'est-à-dire l'humanité, jusqu'à 2005, a créé 130 millions de gigas de données, numériques, bien évidemment. En 2020, là, on parle de 40 900 millions de gigas de données. Voilà. Eh bien, essayez de cogiter par rapport à ces chiffres astronomiques. Je passe donc, une fois on collecte les données, on passe à la compréhension des données, corps, statistique, descriptif, techniques de visualisation, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez revenir à la vidéo YouTube. Hein. Puis on passe à la préparation des données, on essaie de préparer les données. Là, je résume ce slide avec le paradigme GIGO. Garbage in, garbage out. Si toi, tu ne prépares pas correctement des données, eh ben, tu vas suivre ce paradigme. Garbage in, garbage out. Si tu mets du garbage dans ton modèle, tu vas sortir du garbage. D'accord? Plus on prépare correctement les données, plus on facilite la tâche au modèle utilisé pendant la modélisation. Hein? Il faut bien préparer les données. Et cette étape consomme beaucoup de temps. Je passe, puis on passe à la modélisation. Donc, quand on dit modélisation, c'est-à-dire modèle mathématique, ou bien algorithme informatique, apprentissage non supervisé, apprentissage supervisé, apprentissage renforcé, apprentissage semi-supervisé. On passe après à l'évaluation. On fera ça la semaine prochaine. Hein. On fera l'évaluation la semaine prochaine. Et puis, on trouve, et ça c'est la particularité de la méthodologie IBM Masterplan, le feedback client. Figurez-vous, hein, le feedback client, on ne le trouve pas en CRISP-DM. Regardez CRISP-DM. La méthodologie finit par le déploiement. On déploie. Il n'y a pas de feedback client. Par contre, en IBM Masterplan, il y a le feedback client. Pour moi, le feedback client, c'est la vraie évaluation. C'est la vraie évaluation. Bon, par rapport au déploiement, tu vas utiliser des technologies autres que celles étudiées pendant ce module. Par exemple, tu vas utiliser AirShiny pour réaliser un dashboard. Tu vas utiliser Power BI, ClickView, Tableau. Je demande, est-ce que ClickSense, je sais pas, est-ce que ClickSense est un dashboard ou pas? Et puis, est-ce que ClickSense permet de réaliser un dashboard ou pas? Voilà. Puis, tu peux aussi, si tu es avancé en informatique, tu peux réaliser des dashboards avec JavaScript. Hein. Tu utilises par exemple un framework comme Angular et tu fabriques des dashboards. On peut faire ça aussi. On peut réaliser des dashboards avec un module en Python qui s'appelle Dash. On utilise une bibliothèque qui s'appelle Plotly. Plotly Dash. Voilà. Donc, voilà. Ça c'était rapidement la méthodologie IBM Masterplan. Bon, n'hésitez pas à me poser des questions. Si toi, tu veux vraiment avoir des connaissances approfondies de cette méthodologie, regarde la vidéo. B. C'est bon, là, par rapport à la méthodologie, on passe au management d'un projet au quotidien. C'est-à-dire comment on gère au quotidien un projet en sciences de données. Vous allez trouver ici un fichier vierge qui vous rappelle le BMC, Business Model Canvas. D'accord? Bon, là, c'est Machine Learning Canvas.
Donc, ce fichier, je vous enverrai une version vierge, hein, Word, contient ici Designed for, c'est-à-dire pourquoi. C'est-à-dire, imagine, tu commences à 9 h du matin, hein, ton travail, tu vas remplir ce fichier, hein, ce canvas, tu vas mettre ici ton nom, tu vas mettre la date, tu vas mettre l'itération, parce que c'est l'itération numéro 0, 1, 2, 3, 4, d'accord? Puis tu mets tes décisions, style how are prediction used to make decisions that provide the proposed value to the end users. Tu mets la tâche machine learning task, est-ce que c'est de la régression, classification, ainsi de suite. Tu mets value proposition, data sources, collecting data, ainsi de suite. Donc tu remplis ce document, tu peux le partager, enfin tu vas partager ce document avec ton manager, avec tes chefs, avec l'équipe. Après, à la fin de la journée, on peut discuter de ton avancement. Bon, c'est une manière qui permet de bien gérer un projet en sciences des données. Maintenant, allez, ce que je commence à partir de maintenant, en fait, c'est nouveau hein, par rapport à la vidéo. Donc, concentrez-vous. Concentrez-vous. Bon, vous allez me dire, c'est bien d'avoir une méthodologie, mais là, on s'approche plutôt, mon discours s'approche de celui d'un manager, d'accord? Alors que en sciences des données, on travaille beaucoup avec des informaticiens, hein, on développe du code, on écrit du code. Comment effectivement, on articule notre travail? Donc, tu peux aller au slide numéro 19 et tu regardes ce schéma. En effet, toi, tu prends les données collectées, contenant des labels, c'est-à-dire des variables cibles ou pas. Bon, là, tu vas trouver raw data, c'est-à-dire des données brutes. Et tu vas appliquer, donc pendant l'étape de préparation des données, tu vas trouver des sous-étapes à l'intérieur. Il y a des choses à faire à l'intérieur de la préparation. Quand on prépare les données, eh ben, la préparation des données est aussi articulée selon des petites étapes. Il y a le feature engineering. Oui, c'est de l'ingénierie des variables. Il y a feature selection. On sélectionne nos variables. Et on trouve aussi la réduction de la dimensionnalité. Oui, l'ACP, tout ce que tu as étudié, par exemple en data mining, partie réduction des dimensions. On peut le mettre personnellement, moi, en machine learning, je le mets pas en modélisation, mais je le mets plutôt en pre-processing, en préparation des données. Puis on passe à l'échantillonnage. Alors, dans la partie feature extraction, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de sortir les variables contenant de l'information utile. Tu vas me demander comment je fais pour extraire des variables. Comment moi, je pourrais savoir, est-ce que cette variable contient de l'information? C'est intéressant. Hein? Là, s'il vous plaît, arrêtez-moi, car c'est très technique. Tu vas me poser une question. Tu vas me dire comment je pourrais détecter que cette variable contient de l'information, cette variable ne contient pas d'information. Ou bien cette variable contient beaucoup d'informations, cette variable contient peu d'informations. Comment on peut quantifier l'information? Bien évidemment, il existe des techniques. Hein, il existe des techniques. D'accord. Donc, quand toi, je prends par exemple l'ACP. Quand toi, tu prends une technique ACP, analyse par composante principale. À la fin, S, composante principale. L'analyse par composante principale te permet de réaliser une transformation mathématique sur ta matrice rectangulaire sans la variable cible X. C'est-à-dire tu prends la matrice X, tu vas essayer de calculer la matrice de variance-covariance, tu cherches les valeurs propres, puis tu vas aller trier les valeurs propres, puis tu calcules les pourcentages d'informations, valeurs propres divisées par la somme totale des valeurs propres, et ainsi de suite, ainsi de suite. Après, tu dis, tiens, ça, voilà ma composante numéro 1, composante numéro 2 et tout. Alors, à ce niveau-là,
Une composante principale permet de réduire les dimensions. D'accord. Mais en réalité, l'ACP permet aussi de sélectionner les variables les plus importantes. Quand toi, tu projettes tes variables dans le cercle des corrélations, tu peux déterminer les variables qui contribuent le plus à la composante principale numéro 1. Donc, une variable qui contribue le plus à la composante principale numéro 1, c'est une variable contenant beaucoup d'informations. Tu peux dire, tiens, cette variable contient beaucoup d'informations. Et si tu trouves une variable qui n'a pas une grande composante ou bien une grande contribution par rapport à la composante numéro 1, à la composante numéro 2, c'est-à-dire qui ne figure pas vraiment dans le cercle de corrélation, tu vas supprimer cette variable. Donc, l'ACP permet de sélectionner des variables, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle de feature selection. Feature selection. Sinon, qu'est-ce que nous avons vu par rapport aux méthodes ensemblistes? Random Forest, AdaBoost, LightGBM, XGBoost. Ces techniques permettent de réaliser une classification, d'accord? Mais elles permettent aussi d'accorder une importance des variables. Donc, à l'aide de ces techniques, à l'aide de ces arbres, à l'aide de ces forêts d'arbres, aléatoires ou autres, on peut dire que que cette variable est plus importante que cette variable. Tu vois? Bon, là, tu vas me dire, mais comment ça se fait à partir de la préparation? Là, je suis dans la préparation des données. Et quand toi, tu me dis Random Forest, je suis dans la modélisation. C'est-à-dire, je vais passer de la préparation vers la modélisation, puis je vais revenir, oui. Eh bien, voilà, ce va-et-vient est décrit, en fait par ces flèches. Les étapes sont interchevauchées. Il y a un interchevauchement. C'est clair? Tu dois être agile et rapide. C'est clair? Donc, l'ACP permet de sélectionner des variables et d'extraire des features. Quand je dis ACP, je parle aussi d'autres techniques d'analyse factorielle. L'ACM aussi, analyse correspondance multiple. L'AFM aussi, analyse factorielle multiple. L'AFC aussi, analyse factorielle de correspondance. Même que toutes ces techniques appartiennent au old school, une école de statistique développée à Rennes par des statisticiens français. Je parle de l'ACM, surtout l'ACM, analyse correspondance multiple. Mais c'est utile. Oui, c'est pas grave. Ce sont des statisticiens. Nous, on n'a pas de problème avec les statisticiens. On utilise quand même leurs techniques. Tu appliques ces techniques, d'accord, pour sélectionner les variables pertinentes et pour extraire des nouvelles variables, c'est-à-dire des composantes. Tu peux aussi appliquer le random forest pour extraire des variables importantes. Tu peux, par exemple, étudier la corrélation. Tu calcules la matrice de corrélation, data frame point encore. Et si deux variables s'avèrent corrélées avec un test de Pearson, d'accord, tu peux réaliser un test d'hypothèse statistique. Tu peux supprimer une utilitaire d'une. Tu vois, c'est une réduction des dimensions. C'est clair? Tout ça dans la partie préparation des données. Préparation des données. Bien évidemment, si toi tu tombes sur une variable qualitative, il faut encoder cette variable qualitative. Comment on fait? Sexe, homme-femme, homme-femme, homme-femme. Tu utilises label encoder. Tu vas encoder 1, 0, 1, 0, 1, 0. Si tu tombes sur une variable, par exemple, région, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, par exemple, 4 régions. Comment tu encodes? Tu mets 0, 1, 2, 3, tu mets 1, 2, 3, 4, ou bien tu utilises un one-hot encoder. C'est-à-dire la colonne devient, tu transformes cette colonne en 4 colonnes.
Après, attention, tu vas tomber dans le cas d'une autocorrélation, une corrélation mutuelle. On appelle ça the dummy variable trap. C'est un piège. Tu supprimes une parmi les 4, tu finis par 3. Il existe bien évidemment d'autres techniques d'encodage. Après, dans la partie préparation, on trouve le scaling, c'est-à-dire la remise à l'échelle. Tu essaies de soustraire la valeur moyenne, tu divises par l'écart type, tu transformes tes variables vers des variables numériques, vers des variables sont très réduites, tu essaies d'unifier l'échelle. Car n'importe quel algorithme, si tu lui donnes une variable qui varie entre 0 et 1 milliard, et une variable qui varie entre 0 et 100, il va considérer que la variable qui varie entre 0 et 1 milliard comme plus importante que celle qui varie entre 0 et 100. Je donne un exemple. Prends salaire. Dans la ville de New York, tu trouves des gens qui touchent $1 par jour, $1 par mois, et des gens qui touchent 1 milliard de dollars, 10,9 par mois. Et en même temps, tu trouves âge. L'âge, c'est entre 0 et 100. Ok, entre 0 et 120, entre 0 et 110. Bon, là, j'exagère, c'est 120. Qui peut vivre jusqu'à 120? Enfin, entre 0 et 100, quoi. 0 et 100. Eh bien, l'âge contient de l'information. Le salaire entre 0 et 1 milliard, 10,9, contient aussi de l'information. Sauf qu'il ne s'agit pas de la même échelle. Donc, tu dois faire du scaling. Ça, c'est obligatoire. Tu peux transformer aussi tes variables entre 0 et 1. Ça, c'est en deep learning, par exemple. Enfin, plein de techniques, plein de techniques. Tu vas finir par des variables manquantes dans la partie préparation des données. Question, comment tu fais pour remplacer les variables manquantes, les champs manquants? Comment tu fais? On les supprime, on supprime ces champs manquants, ok? Mais en série temporelle, on ne peut pas supprimer les champs manquants. Comment tu fais? On remplace par la valeur moyenne. C'est une hypothèse grotesque. C'est faux, c'est bien évidemment, c'est faux. Si tes distributions statistiques ne sont pas gaussiennes, tu ne peux pas remplacer par la valeur moyenne. Tu remplaces par quoi, tes champs manquants? Par la valeur médiane, par la valeur la plus fréquente, par la valeur précédente, par la valeur suivante. Valeur précédente, valeur suivante, ça c'est en série temporelle. Là, j'aimerais bien te rappeler que l'ACP, l'analyse par composante principale, permet aussi de remplir les valeurs manquantes. C'est-à-dire, tu peux aussi… Donc, je reviens à l'ACP. On ne suit pas en cours du data mining, mais c'est intéressant. L'ACP, vraiment, j'aime bien aujourd'hui parler de l'ACP. L'ACP permet de réduire les dimensions. Bien évidemment, toutes les variables sont des variables numériques. Sinon, il faut utiliser ACM, AFC, AFM. L'ACP permet de réduire les dimensions. L'ACP permet de sélectionner les variables pertinentes. L'ACP permet aussi de remplacer les champs manquants. Mets ça dans ta tête. Vraiment, essaye aussi de penser au data mining. C'est-à-dire il faut inclure le data mining et la statistique traditionnelle dans le pipeline du machine learning. Je continue. Puis, on trouve l'échantillonnage. Donc là, je vais commenter cette flèche-là, cette petite flèche. L'échantillonnage, tu appliques ce qu'on appelle le random sampling, échantillonnage aléatoire. Tu vas diviser ta base de données en train dataset, test dataset. OK? Tu peux aussi faire du cross-validation, validation croisée. Tu peux aussi faire du bootstrap. Nous avons parlé de ça pendant ce semestre. Tu peux faire du jackknife. 4 méthodes d'échantillonnage. Donc, training dataset, test dataset. Je prends le training dataset, l'entraînement, je passe à la partie, là je suis dans la modélisation, donc je suis dans l'apprentissage, learning. Je passe ces données d'entraînement dans l'algorithme. L'algorithme va apprendre. Dans cette étape d'apprentissage, on trouve la sélection du modèle. Toi, tu as, depuis là un semestre, on est en train de t'harceler avec plein d'algorithmes. Régression linéaire, régression multilinéaire, régression non linéaire, régression polynomiale, régression robuste, série temporelle. Et l'année prochaine, tu vas étudier le deep learning. LSTM, par exemple, Long Short Term Memory. ANN permet aussi de faire une régression.
En classification, tu as arbre de décision, tu as les méthodes d'ensembliste, tu disposes de la régression logistique, tu disposes du KNN, support vector machine, naive Bayes. Mais enfin, à un moment donné, tu vas me dire quel modèle marche le mieux avec mes données. Donc, pendant la partie modélisation, tu dois appliquer ce qu'on appelle model selection. Tu dois sélectionner entre tous ces modèles. Bien évidemment, on fait ça avec une validation croisée. Il y a des fonctions prédéfinies comme grid CV, grid search CV. Je vous ai montré ça un jour. Grid search, tu effectues une recherche sur grille et ça te permet de trouver les meilleurs modèles en termes de score. Puis, tu dois définir des métriques. On va étudier les métriques la semaine prochaine. Et après, il y a ce qu'on appelle le Hyperparameter Optimization ou bien Hyperparameter Tuning. Je te donne un exemple de paramètres et je te donne un exemple d'hyperparamètre. Hyperparamètre. Concentre-toi, hein, c'est très important. On prend la régression. Je prends par exemple une régression linéaire. Je prends par exemple une régression linéaire. Y égale à x plus b. Y est égal à ax plus b. Donne-moi les paramètres ici. A et B. La pente, l'ordonnée à l'origine. Donne-moi un hyperparamètre ou bien outer paramètre. Eh bien, c'est le degré du modèle. C'est quoi le degré d'une droite? Y égale à x plus b. Eh bien, c'est 1. Pourquoi tu utilises une droite? Pourquoi tu n'utilises pas un polynôme d'ordre 2? Degré est égal à 2. Enfin, quelqu'un d'autre va te dire, non, utilise un polynôme de degré 3, de degré 4, de degré 25. Le degré du polynôme utilisé pendant une régression, c'est un hyperparamètre. Par contre, les paramètres à l'intérieur du modèle AX plus B, A0, A1X, A2X au carré, A0, A1, A2, ce sont des paramètres. C'est clair? Je donne un autre exemple. Je prends l'algorithme K-means. Nous avons étudié ça en segmentation. Le nombre de groupes, c'est un hyperparamètre. Le nombre de groupes est un hyperparamètre. La distance choisie est un hyperparamètre. Il n'y a pas de paramètre en K-means. Non plus en KNN, il n'y a pas de paramètre. Le K, c'est un hyperparamètre. Le nombre des plus proches voisins dans l'algorithme KNN est un hyperparamètre. Ce n'est pas un paramètre. Voilà. Puis, on finit par un modèle final. Ce modèle final, on va en fait le tester, regarder avec des données test, et on continue le cycle. On continue le cycle jusqu'à on finit avec vraiment un modèle, avec le meilleur modèle qui permet d'ajuster nos données. Une fois on obtient ce modèle final, d'accord? Donc, boum, je prends des nouvelles données, j'applique ces nouvelles données sur ce modèle final. Et on obtient des prédictions. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un pipeline. Hein. C'est un pipeline qui explique plutôt la préparation des données et la modélisation. Maintenant, il faut que je vous parle ici de l'intervention de data mining, c'est-à-dire la partie réduction des dimensions, à l'intérieur du machine learning. Enfin, je viens de te montrer toute la méthodologie, IBM Master Plan. Et ben là, peut-être tu vas poser cette question, où je peux mettre les techniques ACP, AFC, ACM et AFM dans cette méthodologie. ACP, c'est pour analyse par composante principale. AFC, analyse factorielle des correspondances. ACM, analyse des correspondances multiples. AFM, analyse factorielle multiple. Allez, regardez ce slide, le slide numéro 31. Enfin, il y a 31 qui se répète plusieurs fois. Non, ça, c'est pas bien. Bon, bref. Bon, je vous enverrai en fait un autre fichier correct.
Regardez, si toi, tu disposes des individus, c'est-à-dire des observations statistiques, décrites uniquement par des variables quantitatives. Bref, si toi, tu as uniquement des variables quantitatives continues dans ta base de données, qu'est-ce que tu fais? Boum, tu appliques l'ACP. Bien évidemment, si toi, tu disposes de beaucoup de variables, hein, et tu veux réduire les dimensions, eh ben, tu commences par appliquer l'ACP, et puis tu appliques la segmentation sur les composantes principales trouvées par l'ACP. Attention. Tu peux directement faire une segmentation sur les données, mais tu tombes dans la malédiction des grandes dimensions. Je parle de ça dans une autre vidéo. On n'a pas le temps. Hein. De toute manière, moi, je suis là pour vous enseigner le machine learning. Le data mining, moi, je le fais avec l'école d'ingénieurs. Mais tu peux quand même regarder les vidéos. Maintenant, qu'est-ce que tu fais si ta base de données contient des variables qualitatives? Imagine, tu as une base de données qui contient que des variables qualitatives. Rouge, jaune, bleu, femme, homme. Plus tu as région nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu ne fais pas une ACP, tu fais plutôt une ACM, analyse, correspondance multiple. L'ACM va te permettre de réduire les dimensions, et puis boum, tu appliques une segmentation sur les composantes principales trouvées par l'ACM. Maintenant, si tes individus sont décrits par des groupes de variables, tu appliques une AFM. Puis, tu appliques une segmentation sur les composantes principales données par l'AFM. Maintenant, si tu as un tableau de contingence, okay, tu vas faire une AFC et tu finis par faire une segmentation sur les composantes principales fournies par l'AFC. La segmentation va te permettre de regrouper les données, les clients en groupes. Après, chaque groupe va nous donner un label, une catégorie. On va construire une variable cible. Et boum, tu continues avec la classification. Ou bien avec la régression. C'est clair? J'ai voulu là juste intégrer la partie réduction des dimensions, car la partie réduction des dimensions, d'après ce que je suis en train de voir, il existe en fait deux écoles. Il existe l'ancienne école, un old school. Cette école contient des statisticiens, surtout qui viennent de l'ouest de France. D'accord? Et on trouve le laboratoire de mathématiques de Rennes 2. Hein. Et ben, il y a des gens qui disent que l'ACM, c'est du n'importe quoi. Il y a des gens qui disent non, l'ACM, c'est une méthodologie, enfin, c'est une méthode, c'est une technique d'analyse correcte. Personnellement, quand on applique des analyses de données sur des fichiers contenant des données mélangées, hein, quantitatives et qualitatives, malheureusement, on ne trouve pas de bons résultats quand on applique l'ACP. À cet égard, je vous conseille, puisque vous avez étudié FactoMineR et FactoShiny, vous pouvez utiliser, c'est-à-dire, il y a aussi Facto... j'ai oublié, il existe en fait un troisième module développé. Bon, de toute manière, là Facto Extra, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça, merci. Hein. Enfin, on trouve Python, des modules Python, il y a Prince, il y a des modules Python qui permettent de faire ça, mais disons, l'école américaine, par rapport à l'analyse par correspondance multiple, n'est pas vraiment développée. Bien, en fait, il y a des problèmes. Enfin, bon, là, c'est un autre cours, c'est un cours d'épistémologie, philosophie de sciences. En fait, Ben Zekri, le gars qui a développé l'ACM, et ne s'entendait pas avec les Américains, il n'a pas traduit ses livres en anglais, et bon, bref. Mais quand même, je vous conseille d'appliquer l'ACM. OK? Appliquer l'ACM. C'est-à-dire, essayer de profiter des forces, des avantages fournis par R, et bien évidemment, les pipelines sont en Python. Bon, OK. Maintenant,
tu vas me demander comment je peux intégrer. Voilà, là, on va passer plutôt au développement logiciel. Comment on peut intégrer cette démarche, cette méthodologie dans le cycle de développement logiciel. Dans ce slide, eh ben, je te donne le cycle de développement logiciel. C'est un cycle, c'est un cycle qui commence par le planning, puis on passe à l'analyse des besoins, spécification, design, implémentation, test et intégration, maintenance, et planning, et on répète, et on répète, et on répète. C'est de l'intégration tous les jours, hein, tous les jours. On implémente, on teste, on applique la maintenance, on essaie de débugger les bugs, et on répète, et on répète, et on répète. En fait, ça, c'est la méthodologie Scrum Agile. Enfin, voilà l'agilité. Quand toi, tu vas travailler dans une entreprise, tu vas trouver, c'est-à-dire la culture dans l'entreprise, c'est une culture qui vient du software development. C'est-à-dire, c'est une culture véhiculée par des ingénieurs informaticiens. Et toi, tu seras soit le data scientist de l'équipe ou bien le business analyst de l'équipe. En fait, ce sont deux mondes différents. D'accord? Malheureusement, il existe un clash entre ces deux mondes. D'après ce que je suis en train de voir dans les entreprises tunisiennes, françaises au monde, d'après les feedbacks, les articles dans les revues de recherche sur Internet, il y a en fait un clash entre les méthodologies appliquées par les data scientists et les méthodologies appliquées par les ingénieurs informaticiens. En fait, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut intégrer les sciences des données à l'intérieur du cycle de développement d'un logiciel. Et là, vous allez trouver plein d'inertie. Car souvent, tu finis par un manager, enfin, ça c'est horrible, hein. Tu vas finir par un manager informaticien. Le gars, il a passé toute sa vie à développer des logiciels en Java, en C++, d'accord? Et ben, toi, tu arrives avec Python, avec tes macros en Python des macros de 500 lignes de code de Python, alors que l'autre, il avait l'habitude de travailler avec des codes modulaires, et ben, ça sera un clash. Bon, le but, en fait, en réalité, là, je finis avec ça, après, prenez une pause. Donc, encore une autre fois, vous allez avoir des problèmes à imposer votre culture de sciences de données. Les ingénieurs informaticiens qui travaillent déjà n'ont pas vraiment un recul en statistique, ils n'ont pas vraiment beaucoup de connaissances mathématiques liées aux sciences des données. Ils ne comprennent pas la méthodologie. Toi, tu arrives avec une méthodologie et bien un master plan, ils vont se moquer de toi. Ah, moi, je t'assure, hein, ils vont se moquer de toi. Là, je parle des faits réels. Ils vont dire, cette méthodologie, c'est du n'importe quoi. De manière, toi, tu peux rien faire. Toi, tu vas travailler dans une entreprise informatique. Bon, après, si toi, tu vas travailler dans un laboratoire de recherche, c'est une autre histoire. Ou bien dans un laboratoire de statistique, c'est une autre histoire. Mais dans une entreprise de software, tu vas avoir beaucoup d'inertie. Bon, là, dans le slide numéro 24, je trouvais ce schéma sur Internet. Ce schéma, en fait, est développé par l'entreprise, je pense, par une start-up tunisienne qui s'appelle Instadeep. Là, regardez. On commence ici par définir le problème. Puis, on trouve deux niveaux. Regardez, là. Là, il y a un niveau, design, puis développement. Puis, on trouve intégration. Puis, test. Ça te rappelle quoi? Design, développement, intégration, test. Tiens, ça te rappelle quoi? Ça te rappelle le cycle de développement logiciel. Ça, c'est de l'informatique pure et dure. Hein.
définition, define, design, develop, integrate, test. Et puis, on reprend. Define, design, develop, integrate, test. Puis, on reprend. Bon, regarde en bas, s'il te plaît. Regarde en bas. Au niveau du deuxième niveau, là, tu vas trouver un autre processus. Ça te rappelle quoi? Est-ce que c'est de l'informatique pure et dure ou bien c'est autre chose? Collect, prepare, analyze, model, train, evaluate, hypertune. C'est-à-dire hyperparameters tuning. Eh bien, ça, c'est un process machine learning. Ou bien c'est un process data mining. Ou bien deep learning. Ici, le clash se trouve où? L'ingénieur informaticien, pendant son travail, design, développement, aucun problème. C'est-à-dire, on ne va pas une interaction avec toi. Tu vas collecter des données, préparer des données, analyser des données, modéliser, entraîner, évaluer, et puis hypertune. Tu vas régler les paramètres, tes paramètres, tes hyperparamètres, tu reprends, modèle, s'il y a un problème, analyse, tu prépares et tout. Eh bien, le problème réel se trouve au niveau de l'intégration. Voilà. Donc, j'espère, voilà, bon, pour l'instant, tu vas me demander, est-ce que moi, je peux t'aider à améliorer l'intégration d'un projet machine learning en développement logiciel? Je connais des éléments, c'est de la recherche et développement encore. Après, crois-moi que l'année prochaine, ou bien pendant cet été, dans les entreprises où vous allez bosser, vous allez trouver le problème réellement dans l'intégration. Enfin, le problème numéro 1, c'est un problème de clash entre les cultures. Toi, tu viens avec ta culture et les autres disposent de leur culture. Donc, un clash. Et c'est surtout, en fait, d'éviter ce clash. Hein. C'est pas bien. Il faut discuter avec les gens. Il faut avoir un esprit ouvert. Maintenant, le deuxième problème, et ça, c'est un vrai problème, c'est comment intégrer. Et ici, je dois vous rappeler, et je finis par ça, 85% des projets en sciences des données échouent, n'arrivent pas à leur objectif. 85%. Pourquoi? Réfléchissez pendant la pause. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, on reprend en fait dans 15 minutes.